رزول، تحياتي للجميع. الكثير يسأل لماذا الجزائر لا تشارك في القمم العربية. ربما تشارك رمزيا فقط، منذ يعني القمم الأخيرة، قمة السعودية، قمة العراق، قمة مصر، والقمة الاستثنائية في قطر. أولا، الجزائر ليست عربية. كي تنتهي قصة المغرب العربي والتاريخ المزيف وطارق بن زياد وما إلى ذلك. الحقيقة شمال إفريقيا أمازيغي، الجزائر بلد أمازيغي، ولكن بلد إنساني يدافع عن القضايا الإنسانية، مثل القضية الفلسطينية، قضية الصحراء الغربية، قضايا يعني كل الشعوب المحتلة والشعوب المظلومة. الجزائر لا تدفع الجزية لا لأمريكا ولا لجماعة سايكس بيكو. الجزائر دولة مستقلة، استقلالها يعني أخذته عن طريق آه، القتال والحرب، وأخرجت العدو الذي كان يعتبر القوة الرابعة عالميا، أخرجته مدحورة. نحن لسنا دولة تم فيها الإجلاء وانتداب يعني رؤساء وملوك وكذا. نحن دولة انتزعت استقلالها بأيديها. إذن الجزائر بلد حر. كي لا يأتيني واحد من الخليج أو واحد من المشرق أو من أي بلد كان، الدول التي تسمي نفسها عربية، نحن لسنا عرب. ما زالت دولة واحدة تسمى المغرب سيستقل، سينتفض شعبها يوما ما، لأن الشعب أمازيغي والملك علوي من 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 أصول يهودية. وسينتهي عندنا في شمال إفريقيا رائحة العرب، رائحة العرب والصهيونية. نحن لا تعيش معنا الصهيونية ولا يعيش معنا العرب، أبناء عمومة اليهود، إخوانهم في الدي ان اي. إذن الجزائر لا تشارك القمم العربية، ولكن على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الرئيس الأمريكي الجزائر ردت كدولة وردت كأشخاص. وسترون، تابعوا الفيديو للنهاية وسترون أن الجزائر الأمازيغية ترد بقوة وفي كل المواقع، ولكل من يهابه الناس الجزائر ترد عليه، وتسمي القطة قطا، الهرة هرا، والفأر فأرا، يا فئران يا عرب. الآن يعني تابعوا باقي الفيديو وسترون الجزائر أين ترد. ليس بقمم يكتب البيان الختامي في إسرائيل أو في فرنسا أو في بريطانيا. الجزائر تكتب كلماتها على المباشر. الجزائري يقول على المباشر أين في المكان الذي يجب أن يقال الكلام، وليس في قمم الخردة. تابعوا الفيديو للنهاية. Je donne la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire des déclarations. Je donne la parole aux représentants de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier le secrétaire général Carlo pour son excellence and the Secretary General Carlo for her brief.
nous nous rencontrons à nouveau à la suite d'un autre acte grave et illégal commis par les autorités israéliennes. Committed by the Israeli authority. En plus de l'interminable bilan de leur violation systématique du droit international, Israël of international law. Israël se comporte comme si la loi n'existait pas, comme si les frontières étaient des illusions, comme si la souveraineté elle-même était une notion dispensable, comme si la Charte des Nations Unies, the UN Charter, est un texte éphémère. Pendant ce temps, à Gaza, des vies innocentes sont anéanties par milliers, innocent lives are annihilated by the thousands. Le monde regarde impuissant l'horrible image de destruction, de dévastation et de désespoir humain. Devastation and human despair. Et pourtant, même ce carnage actuel à Gaza ne suffit pas aux autorités israéliennes. En l'espace de quelques jours, in the span of days, Israël a frappé la Syrie, le Liban, le Yémen et maintenant un médiateur de paix renommé, l'État du Qatar. Now, a renowned peace broker, the state of Qatar. Et ce n'est pas de la force, c'est de l'imprudence, c'est le signe de la folie. C'est la conduite d'un gouvernement extrémiste non né par l'immunité, par l'impunité of an extremist government, unborn by immunity, by impunity. Un gouvernement entraînant la région et le monde entier vers l'abîme, monsieur, and the whole world toward the abyss. Monsieur le Président, l'Algérie condamne fermement, strongly condemn, et dénonce l'agression israélienne lâche qui a visé la capitale qatari, Doha. Nous exprimons notre pleine solidarité avec l'État frère et le peuple du Qatar. Our full solidarity with the brotherly state and people of Qatar. La récente attaque à Doha est plus qu'une violation de la souveraineté d'un membre de l'ONU, c'est un affront à la diplomatie elle-même. It is an affront to diplomacy itself. Elle a ciblé un médiateur salué travaillant sans relâche pour mettre fin à l'effusion de sang à Gaza. To end the bloodshed in Gaza. C'est une preuve irréfutable que la puissance occupante israélienne ne cherche pas la paix, ne cherche pas la libération des otages, ne cherche pas la fin des hostilités, mais prospère grâce à la guerre of hostilities, but thrive on war. Président. Israël persiste à s'appuyer uniquement sur l'arrogance de la brutalité, confondant oppression avec pouvoir et coercition avec sécurité. Oppression for power and coercion for security. Pourtant, l'histoire nous a appris que le chemin de la domination n'apporte ni paix ni stabilité. Yields neither peace nor stability. La violence engendre la violence,
L'impunité engendre la guerre. Le silence de la communauté internationale et de ce même Conseil de sécurité alimente le chaos, fuels chaos. Et pourtant, ce même Conseil reste contraint, incapable même de nommer l'agresseur, de qualifier l'agression de violation du droit international. To name the aggressor, to qualify aggression as a violation of international law. Monsieur le Président, quand la communauté internationale se réveillera-t-elle à ses responsabilités? Quand dissuadera-t-elle l'occupant? Responsibilities. When will it deter the occupier? Quand mettra-t-elle fin au crime? Et freiner cette escalade imprudente menaçant toute la région, threatening the entire region. La région, et en effet le monde, exige des actions significatives, meaningful action. Action pour mettre fin à l'agression. Action pour tenir la puissance occupante responsable. Action pour briser le cycle d'impunité. To break the cycle of impunity. Ce Conseil doit utiliser tous ses outils, y compris les sanctions, avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. Before it is too late. I thank you. Je remercie le représentant de l'Algérie pour la déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Pakistan. Merci, Monsieur le Président. Nous vous remercions d'avoir convoqué cette réunion urgente à la demande de l'Algérie, du Pakistan et de la Somalie et soutenue par d'autres membres du Conseil. Nous remercions également la sous-secrétaire générale Di Carlo pour son exposé. Puis nous accueillons avec plaisir la présence de son Excellence, Cheikh Mohammed Al Abdul Rahman Al Thani, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Zidane attaque Israël devant Trump. Ça ne devait jamais arriver. À New York, dans une salle remplie de chefs d'État, Donald Trump pensait avoir le contrôle total. Personne n'osait le défier, surtout pas sur un sujet aussi explosif que le Moyen-Orient. Mais ce soir-là, Zidane se lève. Il n'est pas politicien, il n'a ni parti, ni armée, ni mandat officiel. Mais ses mots claquent de plus fort que n'importe quel discours. Devant les caméras du monde entier, il dénonce l'injustice. Et face à lui, Trump, l'homme le plus puissant de la planète, refuse de reculer. La tension devient insoutenable. Les applaudissements fusent, les regards se figent, la salle entière est suspendue à chaque phrase. On comprend alors que ce n'est pas seulement un débat, c'est un duel historique où la vérité affronte la puissance. Mais jusqu'où ira Zidane dans cet affrontement inattendu? Et surtout, comment Trump réagira-t-il quand l'icône mondiale osera le défier devant le monde entier? La scène est grandiose. Les drapeaux des nations décorent dans la salle, les projecteurs balayent les visages des dirigeants venus du monde entier. À la tribune, Donald Trump s'avance, sûr de lui, entouré de conseillers et protégé par une sécurité impressionnante. Le public retient son souffle. Chacun sait qu'un discours de Trump peut basculer en provocation à tout moment. Il commence par vanter sa politique, son pouvoir, et comme souvent, il se tourne vers le Moyen-Orient. Sa voix résonne, tranchante. Il loue Israël, son allié indéfectible, et justifie l'attaque aérienne qui vient de frapper le Qatar quelques jours plus tôt. Pour lui, ce n'est qu'un avertissement nécessaire. La salle se fige. Certains applaudissent timidement, d'autres échangent des regards choqués. Au premier rang, Zidane écoute le visage fermé. Invité en tant qu'ambassadeur sportif et symbole de paix, il n'était pas censé intervenir. Son rôle était de représenter l'image du sport qui rassemble, pas de prendre parti dans les débats brûlants. Mais à mesure que Trump parle, une colère froide monte en lui, car Zidane connaît le Qatar. Il y a vu des stades, mais surtout des familles, des travailleurs, des enfants.
Et il sait ce que signifie une frappe. Ce sont des vies détruites, des innocents qui paient le prix de décisions politiques. Alors quand Trump termine sa tirade et que la salle applaudit mollement, Zidane se lève. Un murmure parcourt l'assemblée. Personne ne s'attendait à le voir prendre la parole. Encore moins face au président américain. Les regards se tournent vers lui, les caméras se braquent aussitôt. Certains se disent qu'il va rester prudent, qu'il va utiliser des mots vagues, diplomatiques, car qui oserait attaquer Israël? Qui oserait contredire Trump, l'homme le plus puissant du monde? Mais Zidane n'a pas peur, son regard est fixe, sa voix posée, et dès qu'il ouvre la bouche, le silence se fait total. La salle entière se fige quand Zidane s'avance vers le micro. Son pas est calme, son visage fermé, mais ses yeux reflètent une détermination rare. Autour de lui, des murmures montent. Certains pensent qu'il va se contenter de mots vagues, d'un discours de façade, comme le ferait n'importe quelle personnalité invitée. Mais ceux qui le connaissent savent qu'il n'est pas de ceux qui détournent le regard. Il pose ses mains sur le pupitre, respire une seconde, puis commence d'une voix claire. « J'ai entendu vos mots, monsieur Trump, mais ce que vous appelez un avertissement, moi je l'appelle une frappe sur des innocents. Le Qatar n'est pas un champ de bataille, ce sont des familles, des travailleurs, des enfants. Quand on décide de bombarder, on décide de briser des vies. » Un frisson traverse l'assemblée. Les caméras zooment aussitôt sur lui. Trump croise les bras, son sourire figé, comme s'il n'avait pas encore mesuré l'ampleur de ce qui se joue. Zidane poursuit, plus ferme encore. Il dit que personne n'a le droit de justifier la souffrance de civils pour des calculs politiques, que chaque bombe larguée, chaque missile tiré, ce ne sont pas des statistiques, mais des destins brisés. Sa voix ne tremble pas, elle s'élève comme une évidence que nul ne peut contester. Il ose alors prononcer les mots que beaucoup craignent de dire. Ce que fait Israël aujourd'hui n'est pas une défense, c'est une agression. Et vous, monsieur Trump, vous ne parlez pas de paix, vous couvrez la violence. Un silence glacé tombe dans la salle. On entend seulement les clics frénétiques des photographes. Des diplomates échangent des regards tendus. Certains baissent les yeux, d'autres hochent discrètement la tête en signe d'approbation. Trump s'agite légèrement, prêt à répondre, mais Zidane ne lui laisse pas l'occasion. Sa voix devient encore plus profonde, presque chargée d'émotion. « Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un président, mais je suis un homme, et je refuse de me taire quand des innocents meurent. Peu importe qui est responsable, Israël ou un autre pays, la vérité était la même. On ne construit jamais la paix sur des ruines. » Les applaudissements éclatent timidement au fond de la salle puis grandissent. Certains se lèvent, d'autres frappent des mains malgré la présence de Trump. L'image est forte, un footballeur devenu symbole mondial défiant sans trembler le président des États-Unis et dénonçant Israël sous les projecteurs du monde entier. Trump serre les mâchoires. L'échange est lancé. Et chacun sait que la suite ne sera pas une simple discussion, mais un affrontement historique. Trump se redresse dans son fauteuil visiblement irrité. Son sourire ironique revient aussitôt. Il s'avance vers le micro et lâche une phrase qui fait rire une partie de son entourage. Zidane, un grand joueur de football, mais certainement pas un expert en politique internationale. Ses partisans dans la salle applaudissent bruyamment, espérant que l'argument fera mouche. Mais Zidane ne bronche pas. Il s'avance vers le micro, son regard fixé droit sur Trump. Sa voix calme mais tranchante retombe sur l'assemblée comme une lame. « Vous dites que ce n'est pas mon combat. Mais quand des vies innocentes sont détruites, ce n'est pas seulement l'affaire d'un pays, c'est l'affaire de l'humanité. La justice n'a pas de frontières, le droit de vivre en paix n'a pas de passeport. » Un silence respectueux envahit la salle, puis Zidane poursuit, plus grave encore. « Je ne suis peut-être qu'un footballeur pour vous, mais je suis aussi le fils d'immigrés, le frère, le père, l'homme qui a grandi au milieu des injustices. Et je sais une chose, quand on se tait devant l'injustice, on en devient complice. Alors oui, ce combat est aussi le mien. » Les applaudissements éclatent de nouveau, plus forts, plus soutenus. Certains se lèvent, d'autres hochent la tête avec émotion. Les caméras baladent dans la salle, captant des visages bouleversés. Zidane appuie encore. « Je n'ai pas besoin d'un siège de président pour dire que tuer des innocents est inacceptable. Je n'ai pas besoin d'un drapeau pour dire que la paix vaut plus que la guerre. Et si cela dérange les puissants, tant pis. Parce que ma voix, ce soir, elle ne parle pas pour moi. Elle parle pour ceux qui n'en ont pas. » La salle explose en ovations.
Trump serre les dents, son visage se ferme, son autorité vacille. Zidane, sans élever le ton, vient de lui rappeler que la légitimité ne se mesure pas au pouvoir, mais au courage de dire la vérité. Trump, visiblement acculé, reprend la parole. Son ton devient plus agressif, presque méprisant. Il accuse Zidane de ne pas être libre de ses mots, de se faire l'écho de l'opinion publique ou même d'être manipulé par certains pays hostiles à Israël. Il insinue que ce n'est pas un hasard si Zidane parle du Qatar et que derrière son discours humanitaire se cachent en réalité des intérêts politiques. La salle se crispe. Certains acquiescent, d'autres protestent à voix basse. Les caméras se braquent sur Zidane, attendant sa réaction. Beaucoup se disent qu'il va peut-être reculer, nier timidement, se justifier. Mais au lieu de ça, Zidane reste immobile, presque serein. Quand il reprend la parole, sa voix est calme, posée et tranche avec la violence de l'attaque de Trump. « Vous dites que je suis manipulé ? Non, monsieur Trump. Je ne parle pas pour un pays, je ne parle pas pour des intérêts. Je parle pour des enfants qui n'ont plus de maison. Je parle pour des familles qui n'ont plus de toit. Je parle avec mon cœur et ce cœur ne connaît ni drapeau ni calcul. » Un murmure d'approbation traverse la salle. Zidane poursuit, son regard planté dans celui de Trump. « Je n'ai jamais eu besoin de personne pour me dire ce qui est juste ou injuste. J'ai grandi dans des quartiers où la misère parlait d'elle-même. Et aujourd'hui encore, je vois que les plus puissants continuent d'écraser les plus faibles. Alors non, je ne suis manipulé par personne. Je suis seulement guidé par ma conscience. » Les applaudissements éclatent, d'abord timides, puis de plus en plus forts. Des diplomates se lèvent, des journalistes notent frénétiquement chaque mot. Trump serre les mâchoires, sa colère monte, mais Zidane poursuit, plus ferme encore. « Vous avez des conseillers, des stratégies, des alliances. Moi, je n'ai rien de tout ça. Je n'ai qu'une voix, mais je préfère l'utiliser pour dire la vérité plutôt que de me taire par peur de déplaire aux puissants. » La salle explose en ovations. On entend des cris de soutien, certains scandent même son nom. Zidane baisse légèrement les yeux, humble, comme s'il voulait rappeler qu'il ne cherchait pas la gloire, mais simplement la justice. Trump, lui, reste figé. Ses arguments glissent. La dignité tranquille de Zidane vient de réduire à néant l'accusation de manipulation. Trump, rouge de colère, se penche à nouveau vers le micro. Sa voix tonne dans la salle. Il martèle que l'Amérique et Israël sont puissants, que leur force militaire est la garantie de la paix mondiale. Il répète que ceux qui osent critiquer cette puissance se placent du côté des faibles et des perdants. Il insiste sur le fait que seul le langage de la force est compris au Moyen-Orient et que sans cette puissance, il n'y aurait que chaos. Ses partisans applaudissent bruyamment, galvanisés par ces mots. Les caméras captent son visage fermé, ses gestes larges, comme pour écraser toute opposition par sa simple posture. Mais dans la salle, beaucoup restent silencieux. L'écho de ses propos semble déjà affaibli par la dignité calme de Zidane. Ce dernier reprend la parole sans hausser le ton. Des rires nerveux s'élèvent du côté de la délégation américaine. Le président poursuit, plus agressif. Il accuse Zidane de naïveté, de ne pas comprendre les enjeux géopolitiques. Il martèle qu'Israël est un allié stratégique, que ses actions sont légitimes face aux menaces et qu'aucun footballeur, aussi célèbre soit-il, ne peut se permettre de juger les décisions des chefs d'État. La salle se crispe. Certains applaudissent au Trump par réflexe, d'autres secouent la tête. Zidane, lui, reste immobile. Son visage ne montre ni colère ni peur. Il attend que le brouhaha cesse, puis reprend la parole d'une voix posée. Vous avez raison, je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas vos armées, vos conseillers, vos chiffres. Mais je sais une chose que vos calculs oublient toujours, la valeur d'une vie humaine. Quand une bombe tombe sur une maison, ce n'est pas de la stratégie. C'est un enfant qui ne grandira pas. Vous appelez ça de la défense? Moi j'appelle ça une tragédie. Un silence pesant s'installe à nouveau. Trump tente de lever la main pour couper court, mais Zidane continue. Sa voix se fait plus grave, plus ferme. Et je vais vous dire autre chose, monsieur Trump. Vous croyez que les hommes comme moi ont peur de vous parce que vous êtes président. Mais moi, je ne crains pas vos titres ni vos menaces. Je crains seulement une chose, le silence face à l'injustice. Et c'est pour ça que je parle. Un tonnerre d'applaudissements éclate dans la salle. Certains diplomates, jusque-là figés, frappent hélas des mains. Des journalistes se lèvent,
Les caméras captent les chaque seconde. Le contraste est saisissant. Trump qui gesticule et Zidane qui, sans hausser le ton, rallie toute une assemblée à sa cause. Trump serre les dents, visiblement piqué au vif, mais Zidane vient de montrer qu'il ne reculerait pas. Et surtout, qu'il ne laisserait personne lui faire taire la vérité. Trump s'approche du pupitre visiblement agacé. Sa voix monte d'un ton plus tranchante. Il accuse Zidane de ne rien comprendre au vrai danger du Moyen-Orient. Il martèle que le terrorisme est la seule réalité et que ceux qui s'opposent aux actions d'Israël sont soit naïfs, soit complices. Le mot terrorisme ne tombe comme un couperet, repris par ses conseillers qui hochaient la tête derrière lui. Une partie de la salle reste figée, choquée par la brutalité de ses propos. Trump insiste, répétant que protéger Israël, c'est protéger la civilisation. Il lance même une pique directe. Peut-être que Zidane devrait se contenter de marquer des buts au lieu de donner des leçons sur la sécurité mondiale. Des rires nerveux éclatent de parmi ses partisans. Mais l'atmosphère générale reste lourde. Tous attendent la réaction de Zidane. Il se redresse légèrement, ses yeux fixés sur Trump sans un tremblement. Sa voix s'élève, calme mais ferme. « Vous parlez de terrorisme, monsieur Trump, mais savez-vous ce qui nourrit le terrorisme ? Ce sont les injustices. Ce sont les familles écrasées sous les bombes. Ce sont les enfants qui grandissent sans maison, sans école, sans avenir. Vous voulez combattre le terrorisme ? Alors commencez par ne pas le créer. » Un frisson parcourt la salle. Certains diplomates échangent des regards approbateurs, d'autres hochent la tête. Les applaudissements commencent bien timidement, puis s'amplifient. Zidane poursuit, sa voix se chargeant d'émotion. « Je ne défends pas la violence, mais je défends la vérité. Et la vérité, c'est que la frappe sur le Qatar n'a pas visé des terroristes, elle a visé des familles. La vérité, c'est que chaque bombe larguée sur un peuple innocent détruit un peu plus la paix que vous prétendez défendre. » Cette fois, la salle explose en applaudissements. On entend des cris de soutien, certains se lèvent. Trump serre les poings, son visage rougi par la colère. Mais Zidane ne cède pas. Il conclut ce passage par une phrase qui glace l'assemblée. « Vous pouvez me traiter de naïf, mais si dire qu'un enfant a droit à la vie, c'est de la naïveté, alors je suis fier d'être naïf. » Les caméras captent l'ovation debout qui secoue la salle. Trump reste figé, furieux, mais impuissant. Zidane vient de retourner son argument contre lui et d'emporter une partie du public dans son sillage. Trump reprend le micro d'un geste brusque. Sa voix tonne dans la salle, cherchant à reprendre le contrôle. Il déclare que Zidane n'a aucune légitimité pour se mêler de ces débats. « Ce n'est pas votre combat, ce n'est pas votre pays, ce n'est pas votre responsabilité », martèle-t-il, le doigt pointé vers lui. Ces mots claquent comme une accusation, cherchant à isoler Zidane, à le réduire au silence. Il en rajoute, affirmant que les affaires du Moyen-Orient sont trop complexes pour être commentées par un sportif. Il accuse Zidane de jouer avec l'opinion publique, de surfer sur sa popularité au lieu de comprendre les réalités du pouvoir. Sa voix est posée, presque douce, mais chaque mot frappe plus fort que les slogans martelés de Trump. Vous parlez de puissance militaire comme si c'était la seule force qui existe. Mais la vraie force ne se mesure pas au nombre de bombes ou de soldats. La vraie force, c'est celle d'un peuple qui reste debout, malgré l'injustice. C'est celle d'une mère qui continue de protéger ses enfants, même au milieu des ruines. Un frisson parcourt l'assemblée. Zidane poursuit, plus ferme encore. Vous croyez impressionner le monde avec vos missiles. Mais moi, je vous dis que la vraie puissance, c'est la justice. La vraie grandeur, c'est la dignité. Un pays n'est pas respecté parce qu'il fait peur. Il est respecté parce qu'il est juste. Les applaudissements éclatent immédiatement, d'abord timides, puis massifs. Certains se lèvent, scandant son nom. Trump serre les poings, ses yeux lancent des éclairs, mais Zidane ne détourne pas le regard. Il ajoute une phrase qui glace l'air. L'histoire ne retient pas les empires qui ont imposé leurs lois par la peur. Elle retient ceux qui ont su défendre la paix et l'humanité. L'ovation est totale. La salle résonne de cris de soutien. Même certains diplomates, jusque-là neutres, applaudissent franchement. Les caméras enregistrent un moment historique. Un président qui brandit la force brute et un champion qui impose la force morale. Trump, déstabilisé, tente de reprendre le dessus, mais chacun comprend déjà que le débat ne joue plus sur son terrain. Zidane, sans jamais hausser la voix,
incarne désormais une autorité que rien ne peut écraser. Trump, visiblement acculé, reprend le micro une nouvelle fois. Son ton devient moqueur, presque méprisant. Il lance que Zidane peut bien parler ce soir, mais que ses mots seront oubliés demain. Les footballeurs passent, les présidents restent, dit-il avec un sourire narquois. Il ajoute que l'histoire se souvient des puissants, de ceux qui dirigent les nations, pas de ceux qui donnent des leçons depuis la tribune. Des rires nerveux s'élèvent de son camp, mais la majorité de la salle reste glaciale. Beaucoup sentent qu'il a franchi une limite, en tentant de ridiculiser l'homme qui, depuis le début, ne cherche qu'à défendre la dignité humaine. Zidane ne bronche pas. Il attend que le silence revienne, puis avance légèrement vers le micro. Sa voix est basse, posée, mais chaque mot semble peser avec une précision chirurgicale. « Vous dites que je serai oublié, monsieur Trump ? Peut-être, mais je préfère être oublié pour avoir dit la vérité que d'être rappelé pour avoir couvert l'injustice. » Un frisson parcourt la salle. Les caméras zooment sur son visage, calme, déterminé. Zidane poursuit, plus ferme encore. Vous croyez que l'histoire se souvient seulement des puissants, mais ce n'est pas vrai. L'histoire retient aussi les voix qui se sont levées quand tout le monde se taisait. Elle retient ceux qui ont osé dire non, même face aux empires. Les applaudissements éclatent, longs, puissants. Certains spectateurs se lèvent immédiatement. Le contraste est saisissant. Trump qui gesticule, Zidane qui reste immobile mais dont chaque mot frappe comme une évidence. Il conclut avec une phrase qui cloue la salle « La puissance peut faire peur un jour, la dignité, elle, inspire pour toujours ». La salle explose en ovations, des cris de soutien résonnent, des diplomates applaudissent debout, des journalistes filment frénétiquement. Trump, crispé, tente de garder contenance, mais son masque se fissure. Le monde entier comprend qu'il vient de perdre la bataille symbolique. Zidane, lui, reste humble, les yeux baissés un instant, comme pour rappeler qu'il n'est pas là pour lui-même, mais pour ceux qui n'ont pas de voix. L'ovation enfle, prend de l'ampleur jusqu'à devenir un véritable raz-de-marée. Les applaudissements ne s'arrêtent plus, des spectateurs se lèvent rang par rang, des diplomates qui, quelques minutes plus tôt, restaient figés par prudence, se mettent eux aussi à taper des mains. Même parmi les délégations proches des États-Unis, certains ne résistent pas à l'élan collectif. La caméra balaie la salle, des regards humides, des mains qui claquent fort, des visages marqués par l'émotion. Ce n'est plus seulement un discours, c'est un moment d'histoire. Zidane reste debout, le visage humble, comme s'il voulait rappeler qu'il n'est qu'un messager. Mais tout le monde sait qu'il vient de faire trembler les murs du sommet. Trump, lui, tente de conserver son autorité. Il frappe du poing sur la table, exigeant le silence. Mais sa voix se perd dans la clameur. Ses mots, couverts par les applaudissements, n'ont plus aucun poids. Le contraste est saisissant. D'un côté, la puissance institutionnelle, de l'autre, la puissance morale. Et ce soir-là, c'est la seconde qui domine. Des journalistes, debout, filment frénétiquement. Ils savent déjà que cette séquence fera la une des journaux du monde entier. Les commentateurs chuchotent entre eux. Personne n'aurait imaginé qu'un footballeur, face au président américain, oserait aller aussi loin. Et pourtant, Zidane l'a fait sans trembler, sans hausser la voix, seulement avec la force de sa dignité. Le vieil ambassadeur d'un pays européen assis au premier rang se lève à son tour. Son geste entraîne les autres. En quelques secondes, la salle entière est debout. C'est une standing ovation qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Le regard de Zidane se baisse légèrement, presque gêné, comme s'il n'acceptait pas ses honneurs pour lui-même mais pour la cause qu'il défend. Trump serre les mâchoires, son visage devient écarlate. Il comprend que ce n'est plus son moment. Sa posture d'homme fort est fissurée. Dans ce sommet où il pensait dominer, il se retrouve réduit au silence par celui que personne n'attendait. Un ancien footballeur devenu symbole d'humanité. La salle est laissée conquise. Les conséquences sont déjà là, l'image d'un président débordé et d'un champion debout, seul, mais suivi par toute une assemblée. La salle est encore debout, les applaudissements résonnent comme une vague qui refuse de retomber. Zidane attend patiemment, les mains posées sur le pupitre, le regard tourné vers le public. Quand enfin le silence revient, il prend une grande inspiration et parle d'une voix calme, posée mais qui emplit chaque recoin de la salle. « Je ne suis pas venu ici pour humilier qui que ce soit.
Je ne suis pas venu pour me battre contre un président ou un pays. Je suis venu pour rappeler une vérité simple. La paix ne peut pas naître des bombes, elle ne naîtra jamais de la peur. Elle ne grandira que dans la justice et la dignité. Un silence respectueux s'installe. On sent que chaque mot est absorbé par l'Assemblée. Zidane continue, son regard balayant la salle. Vous parlez de puissance, vous parlez de frontières, moi je parle d'humanité. Parce qu'au-delà des drapeaux, au-delà des alliances, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui ont le droit de vivre. Et ce droit, personne ne devrait pouvoir le piétiner. Des applaudissements reprennent, plus retenus, plus profonds, comme une confirmation silencieuse. Zidane baisse légèrement les yeux, sa voix se fait presque un murmure. Si mon seul rôle ce soir est de dire cela, alors j'aurai accompli ce que ma conscience m'impose. Parce que je préfère être critiqué pour avoir défendu les innocents que respecté pour m'être tu. La salle se lève à nouveau, cette fois dans une émotion totale. Certains diplomates essuient leurs larmes. Des journalistes posent leur stylo pour applaudir. On entend des voix qui crient son nom, mais Zidane reste humble, sans geste théâtral. Son corps parle autant que ses mots, calme, dignité, fermeté. Trump, figé, n'essaie même plus de répondre. Son visage fermé témoigne de la défaite symbolique qu'il vient de subir. Les caméras captent à l'instant un président impuissant et face à lui, un champion qui a su imposer le respect, non pas par la force, mais par la vérité. Quand Zidane quitte le pupitre, la salle résonne encore d'ovations. Mais ce n'est pas un triomphe personnel. C'est un moment d'histoire, car ce soir-là, il n'a pas seulement défié l'homme le plus puissant du monde. Il a rappelé au monde entier qu'il existe une autre puissance, plus forte que toutes les armées, celle de la justice et de la dignité humaine. Qu'est-ce que le Grand Israël? La vérité n'est pas cachée. Elle est juste trop évidente pour qu'on la regarde. Récemment, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a donné une interview à Even4 News. Et dans cet entretien, il a dit quelque chose de capital pour comprendre ce qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Il a affirmé se sentir investi d'une mission historique, spirituelle. Ce qui s'est passé, c'est que les médias, ils ont repris cette phrase en y voyant bien sûr un discours justifiant des actes motivés par des références religieuses, mais il y a un élément qui a échappé à tout le monde et dont on ne parle pas suffisamment. Si vous regardez cette interview dans les rediffusions YouTube d'I24, que ce soit en hébreu, en français ou en anglais, un passage a été coupé, retiré, voilà, disparu comme par magie. La séquence complète, vous pouvez la retrouver uniquement sur le site hébreu du média. Et je vais vous diffuser cette séquence. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer avec cette vidéo. Peut-être qu'elle va être déréférencée, voire même démonétisée vu les sujets qu'on aborde. Je compte sur vous, bien sûr, pour la partager au plus grand nombre, parce que ce qu'on raconte dedans est méga important pour comprendre ce qui est à l'œuvre sous nos yeux. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Il change absolument tout. Bienvenue sur Les Mythes. Il n'y a que 15% de nos spectateurs qui sont abonnés à notre chaîne. Donc pour mieux comprendre les limites planétaires, les ressources et l'humanité, ainsi que notre civilisation vers où elle est en train de se diriger, eh ben n'hésite pas, surtout, bien sûr, à t'abonner. Et à mon avis, il risque d'y avoir vraiment beaucoup de commentaires sous cette vidéo. Lisez bien ce que dit le Premier ministre israélien. זה הוויז'ן שלי, זה אחד הדברים שחלמתי עליהם, מפת הארץ המובטחת. יפה. הגיע הזמן, קוראים לזה ירושלם. אני לא נותן את זה לך, אני מעניק את זה לך כדי שתיתן את זה לרעתך שרה. תודה רבה. אתה מתחבר לחזון? מאוד. באמת? מאוד. זה ישראל השלמה. Le présentateur Sharon Gall a demandé à Netanyahou s'il se sentait proche d'une vision du grand Israël. מאוד. באמת? מאוד. זה ישראל השלמה. À mon avis, vous savez absolument toutes et tous ce qui est en train de se passer à Gaza. Que ce soit civils, femmes, enfants, les journalistes, les médecins, les secouristes, ils sont tous volontairement ciblés. L'aide humanitaire, elle est bloquée, il y a des destructions massives, il y a de l'occupation, expropriation, colonisation. Les accords de cessez-le-feu ont sans cesse été violés, le droit international, bon alors là, lui, il est réduit en cendres. On arrive à un point où les négociations de paix sont impossibles. Chaque jour, des centaines de vidéos pullulent sur les réseaux sociaux et montrent l'horreur sous absolument tous les angles. Et au moment où je vous parle, l'armée de Netanyahou
est entré dans Gaza. Et ça y est, il n'y a pas très longtemps, l'Association internationale des spécialistes du génocide, l'IAGS, a affirmé que les actes commis répondent aux critères du génocide. La Cour internationale de justice avait déjà averti dès janvier 2024 du risque en ordonnant des mesures pour le prévenir. Trop tard, la machine est lancée. Et la France, l'Arabie Saoudite, suivie par l'immense majorité des pays dans le monde, annonce se diriger vers la reconnaissance de l'État de Palestine sans le Hamas, mais bien avec l'autorité palestinienne. Et pourtant, absolument rien n'arrête cette fuite en avant. Les bombes, construites et exportées vers Israël avec la complicité des États-Unis et de l'Europe, continuent d'exploser. Mais pourquoi ? Quel est le but final à tout ça ? Le 7 octobre a été un choc, un traumatisme. Mais est-ce que cela justifie un nettoyage ethnique et une colonisation ? Ou alors, est-ce tout simplement la continuité d'un plan clair et précis ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Qu'est-ce que le Grand Israël ? Ce projet, il reste nébuleux, discret. Il alimente les tensions avec les pays arabes voisins d'Israël. Et avant que cette vidéo de Benyamin Netanyahou ne sorte et qui a été tronquée parce que ça commence à faire jaser, eh bien la question est revenue récemment après la publication d'un article qui est parti en viral au moment de sa sortie dans le Jérusalem Post intitulé « Le Liban fait-il partie du territoire promis d'Israël ». Cet article, qui a été depuis supprimé, expliquait les origines d'un concept appelé le Grand Israël. Le terme Grand Israël est de plus en plus utilisé, parfois dans des discussions politiques ou religieuses sur les frontières idéales ou futures d'Israël. Certains y voient un simple symbole spirituel. D'autres, une revendication territoriale concrète, le rétablissement des frontières bibliques. Avant l'extrait coupé de Netanyahou, le débat avait ressurgi notamment après les attaques d'Israël au Liban il y a un an. Ces attaques ont révélé dans l'extrême droite israélienne une volonté de commencer une colonisation au Liban. Un mouvement israélien colonial, d'ailleurs dans le sud du pays, a même publié une carte avec des sites prévus pour des colonies, en remplaçant soigneusement les noms arabes par des noms hébreux. Cette idéologie connaît une résurgence aujourd'hui en grande partie parce que Benyamin Netanyahou, qui n'est pas lui-même un messianique, mais par peur de perdre le pouvoir, il s'est allié avec ceux qui portent comme objectif principal le projet du Grand Israël. Puisque Lapid ne veut pas être avec lui, Sahar ne veut pas, il n'aura de choix que de créer un gouvernement de droite avec nous, il dépend de nous, et c'est pourquoi nous pourrons faire agir la force que nous aurons au sein du système politique pour promouvoir l'identité juive, l'implantation, le peuplement de Negev et de la Galilée. Nous allons utiliser cette force pour faire des choses qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a pas fait suffisamment au cours des dernières années. Bezalel Smotrich, ministre des Finances qui prône l'annexion de la Cisjordanie. Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale qui appelle à l'expulsion de tout arabe, qu'il soit palestinien ou même israélien. Avi Maoz, qui veut imposer une identité juive religieuse à l'État. Ça sent mauvais pour les musulmans, mais on le savait déjà ça. Mais par contre, aussi pour les chrétiens et tous les autres. Et ce sont eux les véritables porte-voix de l'idéologie messianique dans son gouvernement. Qui eux ont un autre rêve, non pas tant de la Grande Guerre que du Grand Israël. Et c'est justement ce qui a été écrit et puis supprimé du Jérusalem Post, qu'heureusement on peut toujours consulter via Internet Archive, je vous mets le lien en description. On y lit que le Grand Israël fait référence aux frontières bibliques de la terre d'Israël, telles que promises au peuple juif, et la Genèse est même citée. Ce jour-là, Dieu fit alliance avec Abraham et dit « À ta descendance, je te donne ce pays, du fleuve d'Égypte, le Nil, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Ce qui inclut la Mésopotamie, donc l'Irak actuel. Le gouvernement d'Israël aujourd'hui adopte une politique basée sur une vision messianique qui alimente directement l'idée du Grand Israël, légitimée par les textes religieux sacrés et débarrassée des Palestiniens. Aux origines du mouvement sioniste. Alors, même si l'idée elle est religieuse à l'origine, la notion du Grand Israël apparaît dès le début du sionisme. Petite parenthèse, je rappelle que le sionisme, c'est un mouvement politique et religieux visant à établir et à consolider un État juif en Palestine. Et cette notion, on la retrouve dans le journal de Théodore Herzl, fondateur du mouvement, en 1898 pour les Belges qui nous regardent, soit 50 ans avant la création de l'État d'Israël. Et si on regarde bien la page 711, Herzl décrit son projet et précise que la zone visée s'étend du fleuve d'Égypte à l'Euphrate.
Et donc, il explique aussi comment cette zone devrait être progressivement transférée d'une majorité arabe à une majorité juive. La toute première carte officielle est présentée lors de la conférence de paix de Paris en 1919, moment où les vainqueurs de la Première Guerre mondiale se partagent les colonies de l'Empire ottoman et de l'Allemagne. Cette carte inclut la rive est du Jourdain, Transjordanie, et une partie du sud Liban et le Sinaï égyptien. Et là, point crucial. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en 1919, ce ne sont pas des arguments messianiques, bibliques, religieux qui dominent. Ah non, pas du tout. C'est des bons sujets qu'on adore traiter sur cette chaîne habituellement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en fait une vidéo aujourd'hui. Weizmann, qui est le chef du mouvement sioniste à l'époque, il invoque le sud du Liban parce qu'il veut contrôler les eaux du Litani, donc un des affluents du Jourdain. Il invoque aussi une partie de ce qui va devenir un peu plus tard la Jordanie, parce qu'il veut contrôler le chemin de fer qui va de Damas à Jeddah, en Arabie Saoudite d'aujourd'hui. C'est des questions de ressources, c'est des questions en effet d'ordre économique qui priment. Exactement comme dans toutes les entreprises coloniales qui ont existé. Le Moyen-Orient redessiné par les puissances coloniales. Le Levant, cœur de 3 millénaires de civilisation arabe, se retrouve morcelé. Et au lieu de laisser les peuples arabes se gouverner eux-mêmes, la France et la Grande-Bretagne, dans un accord secret, découpent la région à la règle et au crayon, traçant des frontières artificielles lors de l'accord Sykes-Picot. Et ce découpage reprend en fait une méthode déjà connue une quarantaine d'années avant, 1885, à la conférence de Berlin, ce moment où on a tracé à la règle les frontières de l'Afrique. On est face à la même méthodologie. Donc, sous prétexte de protéger les minorités, eh bien, les puissances coloniales créent des États volontairement divisés par ethnie et religion. Et ça, c'est une stratégie qui est classique, très connue. Diviser pour mieux régner. Et en Palestine, à ce moment-là, cette stratégie prend la forme d'un soutien officiel au mouvement sioniste, l'idéologie de l'expansion. Dès les années 1930, des débats agitent le mouvement sioniste sur les frontières. Un dirigeant, Vladimir Jabotinsky, fondateur du courant révisionniste, publie Le mur de fer, les Arabes et nous. Et il affirme dans ce livre qu'aucune colonisation n'a jamais été acceptée par les populations locales. Ce qui, soit dit en passant, est totalement vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est justifié, c'est que son raisonnement est, puisque la résistance est inévitable, inutile de chercher leur consentement, mieux vaut l'imposer par la force. Et donc la seule façon d'y parvenir, eh bien, c'est de construire un mur de fer, devenir fort, devenir indestructible, pour justement dissuader les Arabes de s'opposer à la création d'un État juif en Palestine. Et le mouvement sioniste révisionniste est l'ancêtre du Likoud, le mouvement de Netanyahou. 1948-1967, Israël et ses frontières mouvantes. Depuis sa création en 1948, Israël n'a jamais clairement défini de manière officielle ses frontières. Elles évoluent sans cesse, au fil des batailles, des guerres, des conquêtes. Et en 1948, l'expulsion massive des Palestiniens sur leurs terres permet de créer une majorité juive. C'est ce que l'on appelle la Nakba. En français, la catastrophe. Plus de 700 000 Palestiniens sont expulsés ou fuient leur foyer. Plus de 400 villages sont détruits. Et Israël empêche littéralement leur retour. Cette expulsion massive permet de créer dès lors une majorité juive dans le nouvel État d'Israël. Et en 1967, la guerre des 6 jours permet à Israël de conquérir ensuite toute la Palestine historique, ainsi que le Sinaï égyptien et le Golan syrien, doublant ainsi son territoire. Et c'est à ce moment-là que la dimension religieuse refait surface dans la politique israélienne. La guerre des 6 jours ouvre un peu la boîte de Pandore, en fait. Ça devient tangible parce que encore une fois, les cartes sont redistribuées et ce qu'il appelle la Jordanie occidentale, c'est-à-dire la Cisjordanie, elle redevient un objet de convoitise territoriale, d'autant plus, et ça c'est vraiment important dans la dimension symbolique, il y a le début d'un réveil du messianisme qui avait été complètement, je dirais, phagocyté entre 47 et 67. Et c'est moi ce que j'appelle le retour du refoulé messianique, en fait. Un des grands penseurs juifs des années 70 et 80 avait mis en avant, Gershom Scholem, c'est qu'ils introduisent la dimension mystique dans la politique. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de totalement ingérable à long terme. Et c'est ce mélange explosif, sécurité militaire d'un côté, messianisme biblique de l'autre, qui structure encore aujourd'hui une partie du discours du gouvernement israélien. Cut, t'es déjà à la moitié de la vidéo et ce qui est vachement cool, c'est que t'es toujours là. Eh bien, je vais te récompenser en t'avouant un secret avant de reprendre la vidéo. Limite
à une grosse surprise fin octobre. On va passer à une étape supérieure, hyper importante de l'existence de limites pour nous et pour toi. Et donc, si tu veux être au courant avant tout le monde et nous soutenir par la même occasion, eh bien, tu as juste à cliquer sur le lien secret. Ouais, en description, il y a le lien vers le projet secret. Tu cliques dessus et nous, on s'occupe de t'envoyer la suite. Bonne suite d'épisode et garde bien le secret. 1982, l'invasion du Liban et la doctrine Kivunim. Dans toutes nos mésaventures, il y a un tournant qui survient en 1982 avec l'invasion du Liban. Israël tente pour la première fois d'occuper massivement un pays officiel, en dehors des terres de la Palestine historique. Et restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir toutes les techniques qui sont mises à l'œuvre et encore aujourd'hui pour pouvoir coloniser. L'armée s'appuie sur des milices chrétiennes libanaises qui commettent des massacres de Sabra, qualifiés d'ailleurs par l'ONU d'actes de génocide. La même année, un document stratégique est publié dans la revue idéologique du mouvement sioniste Kivunim, intitulé « Une stratégie pour Israël dans les années 80 ». Et il détaille une ligne claire. Exploiter les divisions ethniques et religieuses dans le monde arabe. Ce point-là est capital, je vais y revenir car il structure absolument tout. Fragmenter des pays comme la Syrie et l'Irak et créer ainsi des conditions d'un grand Israël dominant une région divisée et forcément affaiblie. Et cette logique de division ne s'est pas limitée aux pays voisins. On la retrouve aussi à l'intérieur même de la question palestinienne, le Hamas. Aujourd'hui ennemi déclaré d'Israël et du monde entier, a en réalité été toléré et même indirectement renforcé par les gouvernements israéliens, y compris sous Netanyahou. Mais pourquoi ? Parce que le Hamas affaiblissait l'OLP de Yasser Arafat, qui était un fervent défenseur de la paix qui voulait unir les peuples et vivre avec un État juif en harmonie. Et que le Hamas avait cette capacité de diviser les Palestiniens entre Gaza et la Cisjordanie. Mais c'est pas tout, parce que l'histoire du Hamas et d'Israël prend parfois même, quand on voit ce qui s'est passé par la suite, des allures de paradoxe. À partir de 2018, Israël a autorisé et même facilité l'entrée à Gaza de valises pleines d'argent du Qatar. J'exagère pas du tout, c'est vraiment des valises pleines de dollars. Tous les mois, des émissaires du Qatar franchissaient le poste frontière d'Erez sous contrôle israélien avec des dizaines de millions de dollars en liquide. On parle de 10 millions, 15 millions, parfois même 30 millions. Les valises étaient escortées par les forces israéliennes elles-mêmes et tout cela a été largement documenté par la presse. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Alors officiellement, cet argent du Qatar servait à payer les salaires des fonctionnaires, aider les familles pauvres et aussi acheter du carburant pour la centrale électrique de Gaza. Mais en réalité, une partie de ces fonds a renforcé l'appareil du Hamas et a permis, par conséquent, de préparer, planifier et lancer les attentats du 7 octobre. Et c'est là qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui vont se dire « Mais pourquoi est-ce que le Premier ministre israélien Netanyahou a accepté ça ?» Parce que cette stratégie servait tout simplement son calcul politique. Maintenir Gaza sous contrôle du Hamas a permis de diviser aujourd'hui les Palestiniens et affaiblir l'autorité palestinienne. Et comme il l'aurait dit à ses députés en 2019 selon plusieurs sources, de nouveau tout est en description, quiconque veut empêcher un État palestinien doit soutenir le transfert de fonds à Gaza. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a tous capté que c'était un pari risqué, même dangereux. Eh bien, l'ancien Premier ministre, Ehud Barak, ou encore l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, accusent Netanyahou d'avoir, je cite, « soutenu le Hamas ». En fait, ils disent tous la même chose. Cette politique a contribué directement à rendre possible la tragédie du 7 octobre. Alors attention, ça ne veut pas dire que Netanyahou et Israël partagent l'idéologie du Hamas, rien à voir. Mais en le laissant prospérer, Netanyahou s'est fabriqué son propre adversaire. Assez violent pour justifier des offensives militaires, assez puissant pour empêcher l'unité palestinienne. Et donc la création d'un véritable État palestinien. Divisé pour mieux régner. Que cela soit Netanyahou ou le Hamas, les deux jouent à un jeu de manipulation qu'on a analysé avec le neuropsychologue Albert Moukébert, dont la vidéo est dispo également ici, quelque part, voilà, là, oui, très bien, et aussi en description, donc n'hésitez pas à aller la voir après avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, bien sûr. Application de la stratégie. Tout au long de sa carrière, Netanyahou a suivi cette logique du diviser pour mieux régner à la lettre. En 2002, il plaide devant le Congrès américain, parce que c'était une chance incroyable pour lui, pour justement envahir l'Irak, en soi-disant trouver des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées. Dangers posed by a nuclear armed Saddam were understood by my country 2 decades ago, well before September 11th. Et la guerre a plongé ensuite le pays dans une guerre civile entre chiites et sunnites. En Syrie, Israël soutient discrètement certains groupes rebelles sunnites tout en bombardant le régime alawite. Donc vous voyez, la stratégie
elle est très claire. Mais justement, qu'en pense la société israélienne de ce projet du Grand Israël? Peut-être à peu près autour de 15% de la population juive en Israël. Parce qu'il faut savoir que dans ce courant qui s'appelle le sionisme religieux et dont Smotrich est le représentant aujourd'hui, un véritable messianisme territorial. C'est-à-dire la volonté d'expansion territoriale fondée, alors encore une fois, c'est vrai que pour des gens rationnels, ça peut paraître délirant, mais fondée sur le texte biblique. Même s'il a lui-même, comme je l'ai dit, une polysémie, il n'est pas du tout clair dans ses frontières. Mais c'est utilisé politiquement et ça a une résonance. Ça a une résonance et certaines personnes y croient. C'est ça qu'il faut aussi bien avoir en tête. C'est pas juste de l'instrumentalisation politique. Ça a de la résonance chez des militants, en fait, qui prétendent précisément agir en ce sens-là et qui veulent aussi, évidemment, étendre la colonisation en Cisjordanie avant d'aller, comme Smotrich l'a dit lui-même, plus tard au-delà du Jourdain. Mais ça, c'est dans une deuxième étape. Mais encore une fois, ils y accordent véritablement, et le terme est tout à fait justifié, foi. Autrement dit, le Grand Israël n'est pas seulement un slogan d'extrême droite. C'est un projet qui a une base sociale et électorale solide en Israël. C'est une vision, un projet politique. Et c'est ça, aujourd'hui, qui le rend dangereux. Mais attention, parce qu'Israël n'avance pas solo dans ce plan de conquête. Non, forcément, il faut toujours avoir un garant, un protecteur. Bah oui, derrière lui, il y a son parrain américain. Car sous Trump 1 et maintenant sous Trump 2, tout s'est accéléré comme jamais cela aurait pu être imaginé par Netanyahou lui-même. Et ce soutien a vraiment pris une forme brutale, que ce soit la reconnaissance dans un premier temps de Jérusalem comme capitale d'Israël, et ce fameux deal du siècle qui avalise l'annexion de pans entiers de la Cisjordanie, et tout récemment, le plan d'assumer, de nettoyer Gaza, de tout détruire et de créer une Rivera avec stations balnéaires, data centers, usines technologiques, hôtels. Résultat, la première puissance mondiale a validé la fuite en avant coloniale et l'extermination. Elle utilise forcément Israël comme satellite et base avancée contre le monde arabe. Et après tout, si jamais il y a la Grande Israël et qu'on peut aller choper les puits de pétrole d'Arabie Saoudite, puisque le pétrole il commence à être en chute libre partout sur Terre, donc autant s'accaparer les dernières ressources. Ok, d'accord, j'exagère, ça c'est mon avis, c'est mon opinion, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, voilà, j'ai peut-être exagéré pour le coup, ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les États-Unis, sous Trump, ont quasiment enterré l'idée d'un État palestinien. Et pour preuve, alors même qu'aujourd'hui, le monde se tourne vers la conférence des Nations Unies au siège de New York, pour reconnaître justement l'État de la Palestine, les États-Unis ont refusé d'accorder un visa aux membres de l'autorité palestinienne. Sans déconner, le bilan humain. Officiellement, il y a plus de 63 000 personnes qui ont été tuées à Gaza depuis octobre 2023. Mais selon une étude publiée dans la très sérieuse revue The Lancet, en comptant les morts indirectes liées à la famine, au manque de soins et à l'effondrement des infrastructures, le nombre total pourrait dépasser les 200 000. À cela, il faut ajouter plus de 161 000 blessés, dont des dizaines de milliers d'enfants aujourd'hui handicapés à vie. Et ces chiffres évoluent chaque jour. Mais l'affaire n'est pas terminée. Au moment où ces lignes sont écrites, Netanyahou, en tout cas son armée, est entré dans Gaza pour l'occuper et pousser les Palestiniens à quitter la bande de force. Mais Gaza, ce n'est pas seulement une question de géopolitique, de sécurité ou de projet colonial. C'est aussi une question de ressources. Gaza Marine. Au large de ses côtes se trouve un champ gazier. Gaza Marine découvert en 2000. Ses réserves sont estimées à plus de 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ça vous dit peut-être rien comme ça des chiffres, il s'agit d'alimenter pendant 3 à 4 ans toute la Belgique entière. De quoi donner aux Palestiniens une autonomie énergétique et des revenus de plusieurs milliards de dollars. Avec ce gaz, un futur État palestinien pourrait financer ses écoles, ses hôpitaux, ses infrastructures, bref, devenir viable. Mais depuis 20 ans, Israël bloque toute tentative d'exploitation. Que ce soit par le blocus, puis par les bombardements. En fait, Gaza Marine reste intouchable, inexploitable. En d'autres termes, contrôler Gaza, c'est donc verrouiller l'accès à une ressource stratégique. Derrière les discours sécuritaires et religieux, il y a toujours la même logique implacable. Coloniser pour mieux extraire les ressources et faire de la croissance économique en détruisant l'environnement. Les tensions avec les voisins d'Israël n'ont jamais été aussi élevées. L'occupation s'accélère en ce moment même en Cisjordanie et le plateau du Golan syrien reste sous occupation. À chaque étape, le projet du Grand Israël continue d'avancer. Regard vers l'avenir. L'article supprimé par le Jérusalem Post et l'extrait coupé de Netanyahou ne sont pas anodins. Ils révèlent une vision, un objectif clair d'expansionnisme qui risque de provoquer encore plus de malheur et d'impliquer absolument toutes les nations de la planète. L'histoire nous l'a montré encore et encore.
Chaque projet colonial détruit. Il détruit à la fois les cultures, les langues, les savoirs, des peuples entiers. Il transforme des paysages et il impose la précarité là où il y avait de la vie, des liens, des communautés. Coloniser, c'est arracher les gens à leurs terres pour les rendre dépendants d'un pouvoir central qui les exploite plutôt que les aide à s'émanciper. Mais la colonisation, ce n'est pas seulement une guerre contre les humains, c'est aussi une guerre contre la terre. Chaque fois, elle s'accompagne d'un pillage, asservissement des peuples, extraction de ressources, déforestation, artificialisation des sols, destruction des écosystèmes et participe à dépasser encore et encore davantage les limites planétaires, qui par conséquent menacent la viabilité, l'habitabilité de la planète Terre pour absolument tous les êtres vivants, vous comme moi. Maintenant, tous les yeux sont rivés sur la conférence de New York, organisée à l'initiative de la France et l'Arabie Saoudite. Beaucoup d'experts alertent. Il est urgent de reconnaître l'État de Palestine avant qu'il n'y ait plus rien à reconnaître. Soit on continue à bâtir des empires sur des ruines, ou enfin, nous apprenons à bâtir un avenir en commun dans le respect du vivant. Aujourd'hui, vous sentez ce parfum, nous revenons littéralement à l'ère des colonisations, et je ne sais pas d'où vous regardez cette vidéo, dites-le moi en commentaire, mais les prochains sur la liste pourraient être vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelles sont les émotions qui vous traversent par rapport à toute cette situation et tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Je précise, les sources sont bien sûr disponibles en description, n'hésitez pas à venir vous exprimer sur ce sujet. Et quel espoir misez-vous éventuellement dans la flottille qui tente de briser le blocus? Et encore une dernière question, je sais que ça fait beaucoup de questions, mais lâchez-vous en commentaire vraiment. Quel est votre moyen d'action à vous? Est-ce que vous boycottez, vous manifestez, vous en parlez autour de vous? Ou au contraire, justement, vous défendez la vision du grand Israël et vous avez envie d'expliquer pourquoi? Eh ben, l'espace commentaire, bien sûr, dans le respect, est disponible, bien entendu. Merci à tous d'avoir pris le temps d'arriver jusqu'au bout de cette vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les mythes. Ciao tout le monde. L'établissement entre les deux guerres mondiales, car il faut en remonter jusque-là, l'établissement d'un foyer sioniste en Palestine, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de Juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient qu'une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en vienne à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles. Il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme, et qui ne peut pas avoir de solution sauf par la voie internationale. Mais un règlement dans cette voie, à moins que les Nations Unies ne déchirent elles-mêmes leur propre charte, un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres.